de... Merci. Euh, Ça a été toute une expérience de voir ce film. Euh, Bonjour, Christian. On t'entend pas vraiment, Christian. Mais c'est que la bouche pleine aussi. C'est aussi bien, j'ai la bouche pleine. Voilà, c'est ça. L'heure du souper, je m'arrache à la table du souper là, pour vous rejoindre. D'accord. Eh ben. Alors, c'est ça, vous avez vu ce film, il est réellement impressionnant. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que, Hmm. oui, il il y a pas Marie, si c'est toi qui parles, on t'entend pas. Non, je pensais que Richard voulait parler, mais je n'étais pas sûre. C'est ça que je me demandais. Moi, j'ai trouvé que c'est un très, très bon film. C'est sûr, je me suis creusé la tête pour essayer de trouver, tu sais, observer les choses qu'on avait observées. J'ai pas trouvé ça facile, honnêtement, là. Oui, J'ai eu quelques idées, j'ai pris des notes, mais c'est un beau choix de film. C'est Christian qui a fait le choix de film? oui. Ouais, ah oui, oui. Puis voir des acteurs qu'on connaît maintenant, ils étaient dans leur jeune temps. C'est un très beau jeu. Ouais. Les ambiances, c'est vrai que c'est spécial. Mais j'ai vraiment hâte de voir tu sais, comment on va appliquer, dans le fond, le modèle dans tout ça, là. Ouais, c'est ça qu'on va essayer de faire. Euh, mais bon, en attendant, juste vos impressions, qu'est-ce que vos impressions générales, ça va, ça s'est bien passé, le visionnement? Euh, Oui, oui. Moi, j'ai une question parce que, bon, on voit sa relation avec sa mère, mais faut dire, je l'ai écouté hier soir. Il était un petit peu fatigué. Est-ce qu'on a mentionné à un moment donné qu'on a parlé de son père, à notre héros, hein, entre guillemets? Est-ce qu'on dit qu'il y a un père ou bien il y a juste une mère? si C'est t'as- film québécois, donc il n'y a pas besoin de père. Bon, ben oui. En fait, C'est pique. l'enfant, c'est pas le héros, c'est le fils du héros. Je comprends pas ta question. Ah, OK, d'accord. Bon, je me souviens pas du nom du personnage là, que fait Gildor, là. Reggie. C'est Reggie. G. Reggie, oui, c'est ça, Reggie. Ben oui, je me rappelle. Reggie. Reggie. Alors, Reggie, on voit ça en rapport avec sa mère, là. Ben, non rapport, ou en tout cas rapport conflictuel. À Reggie, mais on ne sait pas du tout si Reggie a eu un père ou c'était seulement je suis une maman célibataire, là, c'était ça ma question. Je ne sais Exact. pas s'ils en ont fait allusion à un moment donné, parce que j'ai eu de la difficulté un peu à l'écouter, là. J'étais un peu fatiguée. Mais il y a deux Oh! versions du film. Il y a une version ancienne et il y a une version rénovée. Alors, Ah. ceux qui sont tombés sur la version ancienne ont dû avoir du mal à entendre, alors que Ah la oui, hein, sûrement. version rénovée est beaucoup meilleure. Je l'ai découvert fortuitement. Oui, moi, j'ai écouté la version refaite là, par éléphant, là. Ouais, Oui. c'est ça. Mais c'est vrai que même la version refait, ceux que le français n'est pas leur langue maternelle ont peut-être eu de la difficulté parce que, ouh là là, même moi, j'avais de la misère à comprendre, là. Oui, oui, oui. Il y avait vraiment des expressions qui étaient détournées de leur sens originel, si je puis dire, d'une façon très novatrice. En tout cas, moi j'ai vu Ouais, le ben, film. il y a déjà un rapport de Reggie à la parole qui est très particulier, hein?
Ouais, oui, qu'est-ce que tu dirais de ça? Oui, c'est la façon dont il manie l'ironie. Euh, il y a, il y a une façon, ça fait partie de sa séduction aussi. Ok, ok. Tu veux dire sur le plan rhétorique, il a une rhétorique. Oui, c'est ça. Il y a une rhétorique très particulière qui est complètement à part et qui crée une fascination autour de lui. Ok. Oui, évidemment. Bon, écoutez, on va commencer à noter. Donc, je vais partager l'écran. Bon, écoutez, on va au fond noter un peu pêle-mêle nos impressions du film, même ponctuelles. C'est-à-dire un événement qui nous a frappé, un moment, un geste, une phrase, un style, peu importe. Et au fur et à mesure, on essaiera de mettre de l'ordre dans ces impressions que le film nous a laissées. D'accord? Il y a déjà un élément structurel, hein? Parce que tu parlais de partage d'écran, mais lui, il est toujours en mode. Le film nous met toujours en mode partage d'écran avec lui, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est. C'est comme s'il était filmé à travers les yeux de quelqu'un d'autre, et à la fin, il demande à son meilleur ami de le filmer. Puis à un moment donné, même le regard des autres devient le regard de la caméra, de la caméscope qui le regarde lui, hein? Donc, il est toujours en performance devant le regard caméra de quelqu'un d'autre. Oui, en fait, ça c'est la première fois, j'ai vu beaucoup de films dans ma vie, mais c'est la première fois que je vois ce style de filmage, comment on dirait ça, utilisé de façon systématique. C'est-à-dire que quand quand un personnage s'adresse à un interlocuteur, on ne voit pas cet interlocuteur et en fait, cet interlocuteur est identifié à nous, nous les spectateurs, hein, et c'est comme si nous étions l'interlocuteur du personnage et nous avons le plus grand mal à déceler de quel interlocuteur il s'agit. On doit le supposer, ça désoriente un petit peu et c'est utilisé de façon tout à fait systématique tout le long du film. On a du mal à repérer des moments où deux interlocuteurs se parlent entre eux. Si, il y en a, mais très souvent, on est pris non seulement à témoin, mais on est forcé d'être devant la caméra, hein. Ça, c'est quoi que j'ai trouvé une des choses le plus impressionnables, le fait que soudainement, j'ai été en communication avec un personnage devant la caméra et que c'est un dialogue avec le caméra, mais actuellement avec nous. Et c'est comme un déclencheur pour moi, comme c'est 40 ans, que je suis comme dans une séance, mais dans un moment pur de lien, un lien pur avec le client, quand, oui, c'est ça, quand la communication et le loop de communication, l'échange est vraiment fort. Puis ça arrive tout le temps dans les scènes où
vous avez un personnage qui adresse le caméra. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment comme une discussion avec une autre personne en réalité. Oui. Mais, tu as utilisé un mot que je n'ai pas compris. Oh, Pior, qu'est-ce que euh, c'est quoi le mot? pas certaine, mais c'est juste à dire que j'ai devenu vraiment connecté avec le comédien, le acteur, OK. le personnage dans ce moment. Par exemple, mes expériences, les meilleurs moments de la communication avec une cliente, une bonne journée, mais une dynamique intense entre moi et les clientes, Oui, visuellement et plus. Puis j'ai expérimenté la même chose avec les personnages dans le film, quand ils ont adressé le caméra. Oh my God, c'est comme ils parlent de moi. Ils parlent à moi, excusez-moi. Ils direct. parlent à moi. Ouais. Ouais, ouais. Par l'intermédiaire. Et la question de qui ils parlent, mais c'est souvent possible à comprendre selon le contexte, mais pas Oui, toujours. mais pas toujours, effectivement. Yeah. Moi, je trouve qu'il y a dans ce geste une certaine violence, hein, qui est comme hyper présente, celle qui consiste à retirer à l'autre, à retirer à l'interlocuteur son image, à le priver de son image. Il y a quelque chose que je trouve d'une grande violence. Là, je sais pas comment le formuler, je sais pas comment, je sais pas en quoi c'est violent, mais je trouve que c'est violent et c'est important de noter que c'est violent. Donc, je dirais que il y a quelque chose de la violence qui est en jeu là-dedans. Il y a l'idée, évidemment, comme dit Richard, de la communication directe, hein. J'ai été déclenché actuellement par leur visage, par leur ton de la voix, par leur look dans leurs yeux, parce que j'ai communiqué avec des gens, des criminels dans le passé euh, qui sont vraiment méchantes et raides. Et j'ai eu la même expérience avec les acteurs parce qu'ils faisaient un bon job de présenter un criminel, le vibe criminel. C'est vraiment une violence, Oui, comme vous avez dit. Oui, c'est Le comme ils vibe, c'est sont, vraiment ou violent. celui-là est Il in est your absolu. face, comme on dit en anglais, hein? quoi? A new face? Quoi? In your face, c'est une expression en anglais. OK. Oui, et là, il est continuellement en mode in your face et c'est inhérent à la menace. Il y a toujours une menace implicite dans ses paroles qui parfois prend la forme d'une arme pointée vers nous, mais qui est toujours dans l'ironie aussi de ses paroles qu'on sait, il se fait comme racoleur, etc. Mais on sent que il a le pouvoir de nous tuer à n'importe quel moment, puis on sait en le voyant qu'il peut le faire à tout instant, hein. Et donc, il joue sur cette ambiguïté. C'est ça la violence, d'avoir ce pouvoir et nous laisser dans l'hésitation de savoir quand il va s'en servir contre nous, hein. Voilà, voilà. Ben, il y a une scène qui représente ça beaucoup. C'est quand il s'en va dans le salon de massage, là, puis qui menace le gars de le tuer, puis qui fait juste dire bang, là. Ouais. Mais là, on se dit, OK, il le tuera pas, tu sais. Le gars, il OK, il le tuera pas, tu sais. Puis pendant qu'on s'y attend plus qu'il le tue, le bang! Ouais. Au secours, il vient de le tuer. Oui, oui. La menace est toujours réelle, hein, quelles que soient les belles paroles, alors.
Ouais, c'est ça. Est-ce que là où est-ce qu'il n'est pas en échec à la fin, là, de cette menace qu'il brandit toujours quand il part tuer les moineaux? Là, j'ai l'impression que là, il ne consulte, enfin, il ne nous renvoie plus rien, là. C'est comme s'il était pris avec lui-même. Ah, Oui. Ben, il a fait la même chose avec la télé. La télé, oui, puis moi non. Hein? C'est intéressant ça. Et il disparaît d'ailleurs. Il part dans la forêt et puis on ne le voit plus. Ceci dit, c'est pas des moineaux, c'est des pics-bois. Bon, c'est ça. Le pic-bois, oui. Il ne supporte pas le bruit du pic-bois. C'est ça. oui, c'est quelqu'un le pic-bois, c'est quelqu'un dont il n'arrive pas à capter l'attention là, pour l'intimider. Hein? Alors ça, c'est une provocation pour lui. C'est ça. Euh, alors c'est ça, il a une sorte de narcissisme qui procède par prise d'otage en quelque sorte. Hein? Il nous prend en otage de son spectacle narcissique qu'on n'ose pas interrompre et on est nous-mêmes pris là-dedans comme bon, la légende que les serpents peuvent nous hypnotiser. Là, c'est un peu comme ça. On est comme hypnotisé par ces paroles susurrantes de serpents. Oui. Donc il peut tuer n'importe quand, mais il peut tuer n'importe qui. Et Oui. ça, c'est important, ça. Et n'importe quoi même. N'importe quoi, oui. Il y a une belle image de ça, je trouve, à un moment donné, qui est quand il dit un juge et un criminel, ça brûle pareil. Je sais pas si. Non, c'est pas lui qui dit ça, mais il y a. Je pense que c'est l'enquêteur qui dit ça. Oui, oui, Ça va un petit peu dans le même sens. Hein? c'est ça. C'est la scène qu'on voit au début du film et Ouais. qu'on reverra par la suite en, en, en arrière, là, enfin, je sais pas comment, en flashback, là. Il me semble y avoir un élément de cruauté aussi dans sa manière d'être. Puis là, vous m'excuserez, moi aussi, je l'ai écouté un peu là, fatigué à moitié, mais euh, il joue avec ses victimes. Il y a un élément de plaisir. Il fait des blagues. Il me fait penser au chat qui a attrapé Ouais. la souris, mais qui s'amuse avec, qui la laisse partir, qui la rattrape. Alors, il y a du plaisir. Il prend un plaisir à torturer les gens. C'est un plaisir sadique, hein. Sadique, exactement. Ouais. Mais il y a aussi un rapport privilégié aux avocats et aux journalistes, hein, qui sont comme ses interlocuteurs et puis peut-être aussi à l'enquêteur, parce que il s'adresse à l'avocat, il le bouscule, il le maltraite un peu. Il s'adresse au journaliste pour que le journaliste fasse de lui une sorte de pierre tombale, là, une biographie, et il s'adresse à l'enquêteur, même qu'il s'adresse à l'enquêteur pour que l'enquêteur vienne le tuer. Je veux dire, c'est lui qui a appelé Maggie pour que Maggie vienne le tirer. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce détail. Oui, oui, oui. C'est la clé du problème qui est mis au départ du film. Donc, ça, c'est la solution. Le stool, c'est lui-même. Donc, il se dénonce lui-même à son double, en fait. Parce que c'est comme Mackie nous est présenté comme l'autre psychopathe, mais socialement adapté, en quelque sorte. Psychopathe au nom de la loi. Hein? Et en fait, ce genre de film, on veut nous montrer une sorte d'équivalence entre le monde de la loi et le monde du crime. Deux formes de souveraineté. Hein? Bon, l'un, c'est littéralement la souveraineté de la reine, la souveraineté de la loi. Bon,
à la paix, c'est la souveraineté du criminel, mais c'est le pouvoir de vie et de mort. Hein? C'est dans, sauf que un ne met pas nécessairement sa vie en jeu, alors que lui, oui. Et ça lui donne une sorte de légitimité et de prestige supplémentaire. Oui. Donc, il a une souveraineté plus vraie à ses propres yeux. Là, et bon, ça fait partie de sa quête de liberté nihiliste, là, qui est même mise en musique là, sur la chanson country. Là, c'est un peu son histoire. Bon, c'est un affranchi au sens que, bon, c'est quelqu'un qui reconnaît aucune autorité comme, bon, c'est ça, il va pas, il refuse de reconnaître Dieu, la loi divine, les lois les lois de la société. Il en fait qu'à sa tête, puis à la fin, il a ce qu'il mérite, et puis bon, bon voilà. Ça, c'est un peu la morale de l'histoire qui est présentée en générique de fin, là. Et c'est une chanson qu'il prend très, très au sérieux. Là. Il essaie de réaliser le programme de cette chanson qu'il a probablement entendu très jeune, parce que c'est une des rares choses qu'il respecte vraiment. C'est comment il s'appelle? Marcel Martel, puis Monsieur Marcel Martel, comme il dit. Il faut faire très attention quand ça passe euh, à la radio. Oui. OK, je n'avais pas compris. Oui, la chanson, elle fait un peu Faust, hein? C'est comme le Dieu qui disparaît et Faust qui tombe en enfer, qui est brûlé Ouais. en enfer. Hein? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ou Don Juan aussi, qui connaît le même sort, chez Mozart en tout cas. Là, oui. Ouais, Parce qu'au fond, tout ça, c'est une vaste entreprise de séduction aussi. Hein. de séduction par la mort, séduction. Oui, oui, mais c'est ça. Oui, oui. Là, on commence à se rapprocher des intérêts pour le traumatisme. Il y a une sorte de jouissance, hein? Une sorte de jouissance qui fascine chacun de ses interlocuteurs, à quelque titre que ce soit, ses ennemis, ses clients, ses amantes, n'importe qui. Tout le monde est fasciné par lui. Vous savez à qui il m'a fait penser? En fait, je vois ça surtout dans la scène où il prend la place de la stripteaseuse, là, et quand il lui vole le show en quelque sorte, sous les acclamations de la foule, qui savent très bien qui il est. Il m'a fait penser à Donald Trump, Hmm. qui lui aussi a cette fascination, le criminel connu, que tout le monde aime parce qu'il fait ce qu'il veut. Donc, parce qu'il est un narcisse assumé, puis les gens adorent vivre leur fond de narcissisme à travers lui. Donc, une sorte de relation symbiotique qui s'installe. Oui, comme au fond, c'est comme ce moment où l'homme lance un défi à Dieu. C'est Oui, un moment quand même très exceptionnel et, et c'est aussi le moment où Dieu répond. Il répond en envoyant la foudre. Hein? oui. Mais dans notre culture faustienne, le héros, pour nous, c'est celui qui se lève contre l'autorité divine, là, comme Satan dans Paradise Lost de Milton, là, qui est l'inspiration des révolutionnaires depuis l'époque des puritains. Quoi. C'est, c'est celui qui défie l'autorité. Puis c'est clairement ça aussi pour le cinéaste, qui a une fascination lui aussi pour le personnage. Euh, Parce qu'il y a une souveraineté du fait d'assumer la mort qui est le. Enfin, comme disait Georges Bataille, dont je suis à quelques pas de la maison et dont j'ai visité la tombe avant-hier, toute souveraineté s'expie. Hein? De souveraineté s'expie. Bon, la- 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 la-
bon, l'autorité souveraine s'expie. C'est-à-dire qu'il y a un sacrifice. Hein? C'est-à-dire qu'on s'expose, l'autorité vraiment souveraine, elle prend le risque de la mort. Hein? Bon, quelqu'un qui ressort de la foule pour la fasciner, ben, tôt ou tard, il va être tué comme le roi du carnaval à la fin du carnaval, va être brûlé. Hein? C'est le prix de la souveraineté. Il faut que ça comprenne la mort spectaculaire. C'est ça. Ça me rappelle aussi la légende de la nonne de Victor Hugo, quand la nonne donne rendez-vous. La nonne osa, dit la chronique, aux brigands par l'enfer conduit, au pied de Sainte Véronique, donner un rendez-vous la nuit. Et alors, elle donne rendez-vous à son amant au pied de Sainte Véronique, donc, mais au lieu que son amant arrive, c'est la foudre qui répondit, la foudre qui s'est abattue sur elle. Ouais. Enfin. Il y a quelque chose, moi, qui m'a frappée. C'est quand on parle de son enfance, quand ses amis parlent de lui, enfant, où on dit déjà, nous tous, on aimait, on admirait les joueurs de hockey. Il collectionnait les cartes de hockey, il voulait tous devenir joueur de hockey. Et lui, il collectionnait les articles sur les célèbres criminels, puis il voulait devenir comme eux autres. D'où son scrapbook qu'il apporte justement aux journalistes. Là. C'est comme si, dès qu'il est tout petit, il a décidé que lui, ça allait être sa carrière. Et ben, c'est ça, il a accompli tout à fait sa carrière. Finalement, c'est tout lui qui a créé son destin. Oui, effectivement. Jusqu'à sa mort, c'est lui qui a décidé sa mort. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est la ressemblance qu'il y a entre le personnage, donc Reggie, et le cinéaste, c'est-à-dire Robert Morin. Je trouve qu'ils ont une parenté étroite, si vous voulez. Alors, comment je perçois, si vous voulez, cette parenté étroite? Bon, d'abord par le scrapbook. Le scrapbook, c'est un ensemble, si vous voulez, d'informations qui sont collectées, qui sont mises dans un endroit précis et dont on fera quelque chose. Après tout, le film que fait Robert Morin, c'est aussi une forme de scrapbook, puisque c'est un collectif d'informations qui est le film. Et il y a aussi l'idée, le troisième point, si vous voulez, qui fait la jonction entre les deux, c'est la mitrailleuse. Cet engin qui contient une collectivité de balles et qui peut tuer abondamment. Donc, et regardez le geste que fait Reggie, sa voix, quand à la fin du film, même si son ami Antonio est sorti, il continue à parler à la caméra et le geste qu'il fait en portant la caméra est exactement le geste qu'on fait quand on tient une mitraillette. Hein. Il y a ce même mouvement-là précautionneux qu'on fait pour avancer. Effectivement, il avance aussi.
Donc, il y a une équivalence, si vous voulez, entre la caméra, la mitraillette et le scrapbook qui me paraît comme, si vous voulez, central dans la conception générale du film, en tout cas. Ben, ce qui ramène à ce que tu parlais quand on est devant, qu'on est la personne qui est toujours comme derrière la caméra, hein, et que tu disais que ça, ce geste-là, tu te sentais comme très violent, là, qu'on soit comme forcé de comme être face au personnage. Oui, il n'y a plus de distance. Fait que la caméra est comme une mitraillette aussi. C'est ça. Une mise en danger, ça nous fait ressentir le danger de façon immédiate. Bon, la copie n'était pas très bonne, donc là, on se sent en danger, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, là, mais néanmoins, on se sent menacé quand même. D'ailleurs, en anglais, c'est le même mot, hein, to shoot a movie, hein, to shoot a gun. Ça fonctionne de la même façon. Hein, on pointe la caméra comme on pointe une arme. Et là, on a l'arme pointée directement. Enfin, en théorie, ce serait notre regard, l'arme. Hein? La caméra du cinéaste passe par notre regard. Mais nous, on se sent, c'est nous qui se sentons visés par, au fond, celui qui tire les ficelles. Bon, c'est la mise en scène et puis aussi le personnage qui est au cœur de la mise en scène, qui est toujours Reggie. Hein? Au fond, c'est sous sa menace à lui qu'on est. Parfois, c'est celle littérale d'une arme. Parfois, la violence est sous-entendue. Et puis, à la fin, même pour lui, la caméra devient une arme quand il annonce au solliciteur général ce qu'il veut lui faire. Et justement, il dit, t'as peur, hein? T'as peur. Il jouit de la peur que dans son message au représentant de la loi, il enregistre sur la caméra. Donc, en final, il n'y a même plus besoin de caméraman. Tonio est parti. Il est devant la caméra, le seul maître, et là, il transmet directement la peur aux représentants fantasmés de la loi. Mais je me demande, l'histoire du caporal Lortie, là, est-ce que c'était pas un petit peu avant ce film? Ça faisait pas longtemps, je pense. Oui, c'est ça, ça faisait moins de 10 ans. C'est ça, hein? C'est parce que la scène où il monte les marches du Parlement, ça c'est le caporal Lortie, hein? C'est pas une scène, il dit qu'il va faire ça, mais oui. Oui, mais l'évocation de l'idée. L'évocation, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. C'est ça, parce qu'il évoque les précédents, il évoque le FLQ. Il aurait pu dire ça. Peut-être parce que c'était tellement évident qu'il aurait dit bah, ce serait trop. Bon, il a négligé de le faire là, parce que ce serait livrer trop de choses sur le film, mais c'est clair que c'est là, oui. C'était frais dans les mémoires, mettons. Oui, c'est ça. C'était amusant, ça. Moi, je ne savais pas ce que c'était le solliciteur général. Je trouvais que c'était un mot assez poétique. Oui. Ça s'est révélé être un ministre de l'Intérieur. J'ai regardé dans le dictionnaire ce que c'était un solliciteur général. On se demande qu'est-ce qu'il sollicite si généralement. D'ailleurs, en anglais, soliciting, ça veut dire, c'est ce que fait une prostituée, hein, elle sollicite des clients. Ah oui. Alors, c'est aussi un crime, hein, soliciting, c'est un crime. C'est vraiment quand les policiers arrêtent des prostituées, c'est pour soliciting. C'est très ironique parce qu'eux-mêmes, leur patron, c'est un solicitor. Mais en fait, je voudrais revenir un petit peu à la remarque de Richard tout à l'heure. C'est que j'ai l'impression qu'il y a une géométrie du regard qui est modifiée de façon assumée, arrogante et audacieuse.
C'est-à-dire que au lieu que la géométrie du regard soit triangulaire, c'est-à-dire que nous, les spectateurs, nous voyons deux protagonistes en train de se parler ou d'échanger, et donc on est le tiers dans le rapport entre ces deux personnages. On perd la triangulation et on entre dans l'immédiateté du regard. On n'est plus dans le triangle, on est dans le direct, la ligne directe. Hein. Il n'y a pas de passage, il n'y a pas d'escale en chemin. Hein. Le regard est direct et il peut tuer. C'est un regard qui est direct, qui peut tuer. Mais en fait, cette disparition du tiers, ça rejoint en fait du regard tiers, ça rejoint en fait ton schéma que tu introduis dans 2-3 cours sur ce qui arrive avec le christianisme à la longue, au lieu de passer par un prophète, on est comme en face à face, qui devient une sorte de narcissisme en miroir. Oui. Bon, dans ton explication de l'anthropologie de l'Occident, ça pourrait entrer dans ce schéma. Et là, ça marie en fait le narcissisme, la jouissance, le traumatisme et la violence. Oui, oui. Cette immédiateté Oui, c'est ça. a un effet violent qu'il faut assumer en même temps qu'on assume la possibilité de la mort. C'est-à-dire que si on a le courage d'assumer la proximité continuelle de la mort, on peut vivre dans ce lien d'immédiateté. Et aussi, bon, j'anticipe un peu sur tes cours, là, mais il y a aussi l'espèce d'ascension constante de la courbe de jouissance qui retombe jamais. Hein? Oui. C'est ça la progression du film. Il faut qu'il aille toujours plus loin dans cette surenchère. Il ne peut pas relâcher la tension. Il ne peut Sauf pas à passer mourir. un temps. Hein? Sauf à mourir. Oui, voilà. Oui. Il y a une sorte de passage à la limite pour qu'à la fin, il décide finalement de décider de ça lui-même, au moins être maître de ça. Parce qu'il y a guère de. Même ses meilleurs amis se disent bon, la meilleure chose pour lui épargner ça, ce serait de le trahir, mais nous, on est ses amis, on ne peut pas faire ça. Alors, ben, ça lui revient finalement. C'est lui qui doit s'en charger. C'est ça. C'est comme. Ben, c'est comme, bon, on l'a évoqué à plusieurs reprises, durant la guerre 14-18, quand les soldats dans les tranchées étaient traumatisés par une explosion trop proche, on les saignait, hein, on les saignait pour leur donner le sentiment d'une mort réelle, hein, d'une possibilité de mort bien réelle, parce que pour les faire sortir de la fascination pour l'excitation qu'ils éprouvent là, de la bombe qui vient d'exploser sous leurs yeux, pour les sortir de cette fascination, on les fait saigner, on les pique, leur sang coule et ça les aide à retourner dans la réalité, mettons, hein, pour redescendre en parachute, quoi. Alors, ce que lui ne fait pas, hein, et bon, il a beau tirer même sur des animaux, des objets inanimés,
ça l'aide pas à retomber. Hein. Il faut qu'il aille toujours plus loin, même s'il a ce rêve de s'en sortir, de se réfugier au Costa Rica avec sa blonde, etc., comme des criminels qui ont réussi. Bon, il voit que les personnes vont le suivre. Et donc, il a tendance à aller toujours plus loin. Bon, alors c'est pour ça qu'il finalement, il se tourne vers le lieu ou la personne même de la loi comme objet de ses menaces. Et puis, au moins, il jouit de sa menace, pressentant que ça ne peut pas marcher. Donc, appelle justement la foudre qui va le délivrer de sa jouissance interminable et insupportable. Oui. Donc, il y a effectivement un moment où réalité et fiction se conjoignent quand il tire sur la télévision. Hein. Oui, oui. Mais la télévision, c'est aussi les journalistes qui disent de lui quelque chose. Hein. C'est les médias. Et donc, il tire sur le pouvoir des médias de dire quelque chose de lui. Hein. Le rapport aux médias est un peu particulier dans ce film. Il me semble qu'il y a un message à saisir à ce niveau-là. C'est comme si le rapport aux médias était problématisé là. Ils sont un instrument pour le criminel, ils sont un instrument pour le public, mais ils ne sont pas un instrument pour la police. Baudouin, il ne révèle jamais ce qu'il sait de savoir. Oui, les médias, c'est des rivaux de la police. Hein? Ouais. Il y a une rivalité. Et puis, oui, et puis il y a toute l'éthique des médias qui est mentionnée. C'est peut-être en conversation avec l'avocat, mais quand on dit que euh, le journaliste ah oui, oui, qui est-ce qui dit qu'il est allé au dépanneur, puis il a vu des petits gars de 15 ans acheter bon Allo Police, là, bon, c'est-à-dire que au fond, il aide à bâtir les scrapbooks de tout jeunes futurs criminels qui vont être inspirés à son tour de criminels comme Reggie, quoi. C'est à ça que servent ces journaux tabloïds euh, glorifiant le crime sous prétexte de le rapporter. Donc, une information qui n'est pas neutre, rien que le fait de montrer ces images traumatiques crée une fascination pour elle qui amène l'émulation. Donc, une sorte de cycle là. Hein? Donc, Régis est une créature des médias parce que, bon, les photos de gangsters qu'il collectionnait venaient de l'Allopolis et lui-même a voulu entrer dans ce moule, fournir des belles photos et des beaux articles à l'Allopolis. Hein? Et là, on nous dit que des jeunes vont prendre sa relève et peut-être que des chanteurs country vont écrire la ballade de Reggie. Tu vois, il y a une sorte de fascination entretenue par la culture et les médias pour les criminels comme ça. Donc, il y a une sorte de complicité objective entre le regard de la caméra ou du journaliste ou de n'importe quel média, entre le médium en soi et le crime. Ouais. Et qui passe par une jouissance du traumatisme légèrement mis à distance, mais qui permet en fait le frisson de la proximité de l'horreur. Hein? Ouais. Que vous avez pensé du rapport à la mer? Hein? J'ai eu du mal avec Oui, ça. oui, moi il y a il y a cette espèce de changement de ton très radical. La majeure partie du film, elle se présente ou elle est présentée comme un genre de mère courage, là, très digne et tout est habillée comme pour aller à la messe. Et à la fin, on la surprend dans son intérieur. Et là, c'est une avalanche de vulgarité et de violence. Et c'est là que, justement, c'est une clé. C'est là qu'elle donne son titre au film en appelant son fils sans cœur. Dites-lui que c'est rien qu'un sans cœur.
Alors, Ouais. donc il y a toute une violence en elle, aussi que, bon, on devine un peu d'où peut venir celle de Reggie, là. C'est très difficile à saisir Mm. où situer la mère là-dedans, parce qu'on en voit comme 2 visages, au moins. Puis il y a cette femme qui est avec elle et qui perd son dentier. On se Ben, demande tu sûr que qu'est-ce c'est une que... femme? Moi, j'étais sûr que c'était un homme. J'étais Non, sûr que c'est c'est un un homme. homme. Est-ce que je me trompe? Ah oui, c'est un Hein? homme, à votre avis? Ah bon, ok. C'est ça, puis on se demande qui c'est. Est-ce que c'est son père, son mari, un locataire? Qu'est-ce que c'est ça? On n'a pas d'indice, probant. Ok. Puis quand même, elle commence par essayer de prendre la bouteille d'alcool pour la casser. Le gars la ramasse, il veut pas. Il veut pas qu'elle détruise. Puis là, finalement, elle détruit son dentier. Bang, bang, en l'écrasant. Tu sais, qu'est-ce que ça représente, ça? Ah oui, comme passage. En tout cas, vraiment, là, il y a une parenté, hein, il y a un lien de famille. Il y a le Oui, sac à dos. Qu'est-ce qu'on fait avec le sac à dos qui, ouais. qui est réclamé à la mère continuellement? Et, Oui, puis elle le tient en otage. Elle ne le laisse pas aller si facilement. Puis à la fin, elle le livre en personne. Hein. Ben, enfin, à la fin, au début, on voit ça au début, mais on nous montre les aventures du sac tout au long du film. Les tentatives de le récupérer, parce que, bon, une des sources de son pouvoir à Reggie est là-dedans. Ça va être de l'argent, des armes. Ouais, ouais. Puis c'est ça, une de leurs dernières entrevues, je pense que c'est dans l'auto. Là, elle dit que c'est la dernière fois qu'elle le voit. Finalement, elle lâche le morceau et lui donne le sac. Est-ce que c'est là? hmm. C'est aux raffineries là, dans l'Est. Là, oui. Pendant que Antonio piste en Ouais. avant. Oui, ils pissent devant une grande citerne. Là, oui, oui. Oui, tiens, c'est intéressant. Comme s'il s'apprêtait à Ouais. la remplir. Euh, Oui, et puis là, une citerne emplie d'un liquide incendiaire. oui, 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 oui. Mais dans le fond, Et on se sert de liquide incendiaire pour faire le massacre dans le salon de massage qui nous est présenté au tout début aussi. Donc, mais, oui, oui, il y a une sorte de piste matérielle, ça, un liquide dangereux. mais la mère est très fâchée qu'il n'a pas voulu la voir quand il s'est évadé. Le sac, Uh-huh. c'est la prise d'otage pour le forcer à. Ah ah. Elle veut qu'il vienne la voir, là. Elle est bien, bien insultée Ouais. qu'elle elle a été si correcte avec lui. On peut soupçonner qu'elle est allée le voir en prison, je ne sais pas trop, là. Puis elle est bien insultée qu'il ne vienne pas la voir. Alors que le film nous dit que justement, s'il avait été la voir, il aurait été immédiatement repris parce que Ouais. Maggie Ouais. surveillait la mère pour pouvoir le reprendre. Ouais. Il y avait un thème, moi, que je trouvais particulier. Je serais curieuse de vous entendre. Je trouvais qu'il y avait un thème de fuite aussi. Tu sais, il y a évidemment la fuite de la prison, mais il y a la drogue. Il y a comme une fuite. Aller au Costa Rica à la fin. À un moment donné, je pense que c'est sa blonde qui dit c'est ça, fait comme d'habitude, fuis-moi. Fait en même temps qu'il veut être comme il veut être souverain, il veut être en contrôle. Euh, mais il y a aussi des éléments de fuite. Fait que je ne savais pas trop comment voir ça. Il fait sa loi, mais en tout cas, je voulais juste l'amener voir si Ouais, ça inspire quelqu'un. Là. c'est ça, là, dans son défi à Dieu.
il est obligé de fuir quand même. Il y a comme une perte de contrôle, ou comme quelque chose de paradoxal. Quelqu'un qui se veut fort, qui se veut libre, souverain. Je trouvais qu'il y avait un paradoxe. C'est-à-dire que son défi à Dieu consiste à être hyperstimulé. C'est-à-dire c'est dans le fait d'être hyperstimulé qu'il défie Dieu. Alors que ce soit par la drogue ou le vol ou le sexe ou n'importe. C'est l'hyperstimulation en elle-même qui est un défi. C'est pas à proprement parler un rapport de force. Un besoin d'intensité, plutôt. Et ça discrédite Dieu, puisque Dieu ne peut plus apaiser cette hyper-excitation. Donc, aussi longtemps qu'il peut être excité, Dieu est impuissant devant cette excitation et donc est réduit à rien parce qu'il n'a pas réussi à calmer l'excitation. L'excitation elle-même remplace Dieu, hein? C'est elle qui prend la place de Dieu. C'est un Dieu qui doit constamment nourrir en quelque sorte. Oui. Et on voit aussi dans la progression de ce qu'il consomme, hein, me semble, je me souviens pas trop, mais il me semble que ça commence par de la bière, mais en tout cas, à la fin, il est rendu qu'il s'injecte, là. Il monte de plus en plus haut vers la jouissance, Voilà. la recherche de plaisir. Il y a une escalade, là. C'est comme, mon Dieu, s'il n'était pas mort par arme à feu, il serait mort d'une crise cardiaque, peut-être, là. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites du fait, finalement, que le film commence comme une sorte de souvenir d'enfance de quelqu'un qui aurait pu être le héros, qui est en fait son fils, un fils quelconque, là, dont on ne sait pas trop de qui il l'a eu. Donc, c'est lui qui apparaît comme une sorte de figure paternelle face à laquelle un enfant cherche à briller. Et donc, c'est avec ce regard d'enfant qu'on aborde son histoire. C'est ça. Et ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on aborde également la suite de l'histoire à travers le récit d'un policier débutant qui est l'aide de camp nouvellement arrivé de Maggie. Maggie, comment? Maki. Ils appellent ça M-A-K-I. Ça n'a pas beaucoup de bon sens, là, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent. Maki. Le générique. Maki. M-A-K-I. OK. Moi, j'ai cru que bon, il n'est évidemment pas indifférent qu'on devine. C'est un maudit anglais, là, bon, représentant d'une loi qui semble imposer d'un extérieur, qui est toujours l'objet de ressentiment, puis finalement, on laisse entendre qu'en sa personne, en fait, que celui-là travaille sous couvert de la loi. C'est un genre il est aussi bizarre et d'une certaine façon presque aussi psychopathe que celui qui le poursuit. Hein. Il y a ce genre de rapport mimétique entre les deux. Même son assistant le trouve bizarre et puis ils sont de mèche. Hein? Bon, Mackie ne dit pas qui est le stool. Hein? Il s'abstient bien de le dire parce qu'il veut tuer son homme. Donc, ils ont le même projet, hein, de faire en sorte que Reggie meure. Il a besoin de ce complice qui va le tuer et qui est du même acabit, qui est aussi fou que lui, en fait.
Maki est aussi fou que lui. Donc, puis à la fin, c'est que vers lui qu'il peut se tourner. Ouais. Et lui aussi, Maki aussi est au-delà de la loi. Hein. Quand le nouveau appelle ses supérieurs, ils disent ben, laisse le faire, il a carte blanche, euh, on sait que c'est Maki, on le laisse faire ce qu'il veut, touche pas à ça. Bon. Donc Maki est au nom de la loi et lui-même au-delà de la loi. Hein. Ouais. Il y a une montée quand même vers une montée de l'excitation progressive, c'est sûr, mais qui atteint des niveaux extrêmes de plus en plus élevés. Et on dirait qu'au bout de l'excitation, il y a comme une sorte de révélation narcissique. C'est-à-dire, je suis tout seul avec moi-même. C'est-à-dire, il y a la progression de la stimulation aboutit à un accident avec soi-même, à une rencontre frontale avec le narcissisme et la mort. Hein. C'est assez curieux. Et, Ben, rencontrer son double amène la mort généralement. Hein. ouais, c'est ça. Ça fait Un partie du état de mythe du terreur, doppelganger, là, mon gars. Ouais. Cécile? c'est un état de terreur un peu qu'il éprouve. Oui, Il est terrifié. Et puis il n'a plus de prise là. oui, c'est ça. Enfin, à Oh, c'est partir du Mais en moment fait, où il il tire demeure sur maître de sa vie en choisissant sa propre mort. ouais. Mais il est quand même, Ouais, en mettant en scène sa mort. ouais, il essaye de récupérer un peu de maîtrise, mais n'empêche que il a perdu un peu les pédales à partir du moment où il tire sur la télévision, puis sur le pic-bois, là. C'est comme si il y a des cadres normaux de la vie quotidienne là, qui ont sauté. Il n'est Et puis plus, même ses amis sont sur le point de le larguer. Hein, oui. ouais, c'est ça. Et donc, il a sorti de certaines limites et puis il ne sait pas où ça va le mener. Et ça le mène au suicide, mais c'est pas vraiment un suicide non plus. C'est C'est comme, un passage à la limite, hein, dans un sens mathématique. Hein, quand l'asymptote de la jouissance passe à la verticale, ouais, mais elle ne peut pas dépasser la limite. Mais ouais, ça, comme, et je me donne la mort parce que c'est mon seul salut possible. Bon, c'est pas très clair dans le film, là, mais il se donne la mort effectivement à la fin, mais Et est-ce que le fait de se donner la mort, c'est pas de signifier aussi, c'est pas vous qui me la donnerez? ouais, Peut-être, peut-être, je sais pas. bien sûr. Question. ou c'est vous qui me la donnerez, mais en fonction de ma mise en scène. Alors, il crée son propre mythe, en fait. Ah non, je vois pas ça comme ça. Non. Ah, bon. C'est-à-dire que si je suis menacé de mort et que celui qui me menace, c'est quelqu'un d'autre que moi, ben, ça va bien d'une certaine façon, puisqu'il suffit que j'évite cette personne qui me menace pour rester en vie. Mais si la personne qui me menace, c'est moi-même, euh, c'est un peu problématique. Hein, bon, je ne peux pas échapper
à la volonté de me tuer. Hein, enfin, Je ne peux pas échapper à moi-même sauf en me tuant. c'est ça. Hmm. Et D'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites de son commentaire sur les conditions de détention euh, qu'il fait là, à la fin. C'est comme il dénonce les conditions de détention. Euh, puis je pense que la vraie personne là, sur qui l'histoire est basée l'a fait aussi. Euh, Comme si c'était le moment qu'il l'avait changé là, à tout jamais, puis qu'à partir de ce moment-là, c'est une descente aux enfers là, inéluctable. oui, parce que l'origine, le personnage réel qui a inspiré le film, c'est un certain Blas, et ce gars-là a fui, enfin, s'est évadé de la prison d'une façon extrêmement spectaculaire historiquement, et euh, il a demandé, alors là c'est intéressant, je n'avais pas pensé à ça, il a demandé au solliciteur général de permettre aux médias de visiter la prison pour qu'ils puissent témoigner des conditions déplorables dans lesquelles se trouvent les prisonniers. Et quand le solliciteur général n'a pas donné suite à sa demande, c'est là qu'il a commis un crime horrible et il a incendié je ne sais trop quel endroit avec de nombreux morts. Et Wow! l'horreur J'avais aucune idée, moi. l'horreur de son crime a fait que par la suite, les médias ont été autorisés à visiter le pénitencier de je sais pas où, là, de Montréal. Et donc, Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul, hein, c'est ça. Sans caméra ou magnétophone, ce que j'ai vu, Voilà, c'est ça. ironiquement. Ouais. Alors donc, c'est assez... ouais. Wow! Donc bon, là, les médias jouent un rôle différent, là. Ben, justement, parlant des médias, si je reviens à la scène de départ là, de l'enfant qui s'en va voir son père et que là, il y a l'évasion dans sa face. Lui, l'enfant, comment il raconte cet événement-là, il n'est pas particulièrement traumatisé, là, il a une perception positive de son père. Et quand on voit les médias, comment ils parlent de cette scène-là, c'est comme l'enfant, il a été pris en otage par son propre père. Quelle horreur de père horrible. Là. Il y a vraiment une autre... c'est très contrasté, là. Ouais. Oui, effectivement. Ouais. Parce qu'on vient de voir la scène où l'enfant nous dit du bien de son père et on voit l'enfant pris en otage. L'enfant voit peut-être son père comme un héros, là. Ben oui. Les médias ne peuvent pas dire ça. Oui, Bohan, tu veux dire quelque chose? Je voulais dire que c'était vraiment une question d'attention, alors, parce que même dans l'histoire vraie, il cherche l'attention des médias ou de la police, il commet des crimes pour pouvoir chercher l'attention. Et dans le film aussi, par exemple, quand ils sont dans le barrage policier, il appelle le policier, et puis il lui parle, et il le tente un peu. Il veut lui prendre des allumettes, un briquet. C'est bien ça, hein? Ouais. Oui. Oui, il est toujours sur le point de mettre le feu aux poudres. Oui, parce que c'est une scène où est-ce qu'on on est bien inquiet de Jouer avec ce le qu'il va feu, en fait. faire quand il fait venir le policier. Là. Et les autres aussi dans le l'auto se demandent bien qu'est-ce qu'il va Ouais. faire.
Ouais. Alors que la Au télé, fond, parce qu'il aime jouer avec le feu, hein. C'est une mentalité de pyromane. Écoutez, enfin, ce que vient de dire Borhan me met le feu aux neurones parce que je m'aperçois qu'en fait, on a vécu avec l'apparition des réseaux sociaux, on a vécu une situation comparable, c'est-à-dire on a découvert un pouvoir nouveau qu'on a d'influencer notre environnement grâce aux médias sociaux. Et bon, on a tous essayé d'instrumenter ce nouveau pouvoir d'une façon ou d'une autre. Et j'ai l'impression que ce film nous présente un état précédent où bon, le média social était le journaliste de la presse écrite et, et où justement les truands essayent eux aussi d'instrumenter ce quatrième pouvoir. Et, Mais aujourd'hui, nous sommes tous des journalistes, sans exception. ouais, c'est ça. Nous ne faisons que nous vanter de nos propres méfaits et exploits Mais, constamment sur tous nos instruments électroniques. mais ça nous donne, si vous voulez, une idée peut-être du concept de terrorisme, hein. Donc le terrorisme est comme une façon ultime là d'utiliser les médias pour influencer, je sais pas quoi. Mais en fait, ça va plus loin. Pour Jean Baudrillard, c'est la présence de caméras qui cause le terrorisme. Hmm. Donc, la caméra précède l'acte terroriste et le cause. Enfin, elle ouvre la possibilité d'un Ben, c'est nouveau. pas neutre, elle l'appelle donc. Elle ne peut pas ce que l'ouvrir, elle l'appelle. Elle a besoin de se nourrir de sang frais, quoi. Et les terroristes sont là pour le fournir parce que les spectateurs en sont avides. Ouais, mais c'est quand même un moyen euh, extrême de cet instrument. C'est-à-dire que l'instrument est là et l'instrument appelle un certain nombre d'usages possibles. Et un des usages possibles est extrême et le terrorisme, hein. Quand les autres usages n'ont pas donné le résultat escompté, on pousse à l'extrémité et on fait du terrorisme. Mais bon, Baudrillard a peut-être usé d'une formule rhétorique un peu excessive, hein, mais Selon son habitude, mais ça nous force à réfléchir. ouais. euh, on dirait que c'est des pouvoirs qu'on doit apprivoiser. Je veux dire, les médias sociaux, après tout, ont donné un certain nombre de révolutions avortées. C'est ça qui est intéressant, c'est que Mais les, aussi des crimes réussis, hein, comme le type en Nouvelle-Zélande qui a ouais, assassiné les musulmans dans une mosquée. Il se filmait en direct tout le long, il a annoncé ce qu'il allait faire, il l'a montré quand il le faisait, ça m'est vanté après, tout à fait comme Reggie. ouais, Sauf que lui, il n'a pas besoin de passer par une caméra qu'un autre tient. Là. C'est ça, on saute les intermédiaires. C'est ça que nous permettent les technologies. On saute les intermédiaires pour trouver les témoins publics dont notre narcissisme a besoin. ouais, Et là, on est tous accros à ça, comme ça n'a rien d'exceptionnel. oui. Alors là, je voudrais intervenir pour euh,
introduire pas le concept d'imaginaire, qui est un concept bien connu de Lacan, mais les rapports du concept d'imaginaire lacanien avec le cinéma. C'est-à-dire quel rôle a joué le cinéma dans la construction de ce concept, hein. C'est-à-dire que ce que je veux signaler, c'est que durant les années 30 de l'Occident, on a eu simultanément un certain nombre de phénomènes qu'on pourrait peut-être relier ensemble. On a eu, par exemple, la fin du cinéma muet. Christian me dit que c'était 1929. On a eu l'accession de Hitler au pouvoir en 1933. On a eu, bon, évidemment, la crise de 1929, la crise économique de 1929 et financière. On a eu en 1936, et un petit peu avant la découverte par Vallon, puis par Lacan, du stade du miroir, hein. Qu'est-ce que je voulais dire à propos des événements des années 30? Je dirais que les années 30 inventent le concept de totalité. Et l'image, qu'est-ce que c'est une image? Sinon l'application du concept de totalité sur l'objet qui est représenté. C'est-à-dire que tant que l'objet n'est pas représenté, il peut être représenté uniquement par ses parties. Il peut être, c'est un objet qui peut être morcelé ou qui peut être partiellement représenté. Mais à partir du moment où on introduit un appareil photo ou une caméra, on introduit sur le personnage photographié le concept de totalité. Donc, ce que Lacan et Wallon découvrent en 1936, c'est l'application du concept de totalité sur le corps humain. Mais ce concept de totalité est apparu également au niveau politique. On parle de la naissance de tous les totalitarismes qui datent à peu près de cette époque, hein. Les années 30, c'est l'émergence, le fascisme c'est 26, le nazisme c'est 33, le stalinisme, Staline, c'est 29, ouais. c'est ça. Donc, le concept de totalité est immédiatement relié à l'image et on dirait, si vous voulez, que quand le cinéma muet a disparu, on dirait qu'il s'est perpétué à travers le concept de totalité et le concept d'imaginaire qui est venu le remplacer en quelque sorte. Vous voyez? Ben, l'image muette n'était pas totale, elle était forcément fragmentaire, hein. Il fallait des intertitres, c'était toujours, il manquait toujours quelque chose, hein. C'est comme un symbole. On a une partie de quelque chose et on doit remplir implicitement ce qui n'est pas montré. Alors que si on a de l'audiovisuel, on a cette prise qui semble à portée de main sur une totalité. Oui. En tout cas, je voulais aussi, enfin, la semaine passée, je voulais en parler, mais j'ai été détourné, j'ai pensé à autre chose. La méfiance de Freud par rapport à l'imaginaire, la méfiance de Freud par rapport à l'image et son attachement au verbe, mettons,
me paraît une composante importante de notre histoire. Je veux dire, Freud appartient à notre histoire et je pense que le XXe siècle a réfléchi sur ce divorce, si vous voulez, entre l'image et la voix. Hein. Il y a comme eu un divorce entre l'image et la voix au début du XXe siècle. Et ce divorce est devenu de plus en plus évident dans les années 30. Hein. Et bon, on voit dans le film qu'on a vu combien l'image a un caractère mortel par certains côtés. Hein. Voilà à peu près. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais bon, je m'essouffle des fois à parler de ces choses. Ben oui, il y a une sorte d'escalade totalitaire à l'échelle d'un individu qui finalement s'en prend même, je veux dire, s'en prend même à l'État libéral lui-même. Hein? Donc, avec son propre culte de la personnalité, hein? Il est dans une logique totalitaire avec sa caméra Oui, oui, oui. agressante et terroriste. C'est ça, et le culte de la personnalité cadre très bien avec cette conception où on avance dans l'excitation et on finit par ne rencontrer que soi-même dans cette excitation-là. Hein, donc, c'est le culte de la personnalité qui apparaît. Bon, je vois qu'on a largement dépassé le temps qu'on s'était donné pour analyser ce film, mais bon, je pense qu'il était intéressant aussi de faire ces connexions avec le XXe siècle, la psychologie, la psychanalyse.